Donc ce que je vais vous proposer, je l'ai intitulé conférence jeu de rôle. C'est comme ça m'est venu. Vous verrez si c'est un jeu ou pas. Donc je disais, je suis muséographe. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle. Oui. Eh ben, de toute façon, je vais vous en parler. Ça tombe bien. Je suis muséographe à l'Exploradome. Est-ce que quelqu'un connaît l'Exploradome? Une personne, merci. Donc l'Exploradome, c'est un centre de culture scientifique en région parisienne, dans le sud parisien, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est géré par une association, une sorte de cité des sciences en beaucoup plus petit, et peut-être beaucoup mieux, mais ça, il faudra que vous veniez voir pour le juger. Donc moi j'y travaille depuis très longtemps, presque une vingtaine d'années, et je conçois des expositions. C'est vraiment le cœur de mon métier. Donc on va commencer déjà par voir un peu le parcours qu'on va suivre pendant cet échange. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de parler déjà de vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un muséographe ou une muséographe, quel est son métier. Ensuite, je vous présenterai d'une manière assez classique et un peu théorique le process de conception d'une exposition, à adapter en fonction des contextes évidemment. Et puis on s'arrêtera sur une chose un peu plus précise dans ce concept-là, qui, vous allez le voir, peut se découper en 3 phases: définition, conception, réalisation. Donc nous, on va vraiment s'arrêter à la définition. Et on va le faire ensemble, puisque ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que on réfléchisse dans cette première étape de construction d'une exposition, de réfléchir à ce que pourrait être une exposition sur la biodiversité qu'on ferait tous et toutes ensemble. Et on verra avant de rentrer dans le détail et d'essayer d'imaginer cette exposition ensemble, en quoi la biodiversité, le thème de la biodiversité est ou n'est pas particulier pour une muséographie. On s'arrêtera aussi sur la manière ou l'importance d'impliquer les publics et les équipes. Et puis quelque chose qui m'est cher, qui est la manipulation interactive, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à l'Exploradome, il est interdit de ne pas toucher. On nous appelle musée interactif, donc c'est vraiment fondé sur l'interactivité qui pour moi est quelque chose de très important. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est tout simplement une petite vidéo, une vidéo dessinée d'animation, comme on dit, video scribe en anglais, qui parle du métier de muséographe. Elle a été réalisée par une association dont je suis membre, qui s'appelle Les Muséographes. Donc si vous voulez devenir muséographe, vous pouvez adhérer à cette association, si vous l'êtes déjà aussi. Un vrai musée? Une belle exposition? Vous en rêvez? Mais ça pose pas mal de questions. Vous pensez avoir les ingrédients. Un sujet, des collections, des objets, de jolies images, un patrimoine naturel ou culturel d'exception. Vous avez bien mélangé le tout, laissé un peu mariner, mais le résultat n'est pas celui escompté. Vous n'auriez pas oublié quelque chose? Celui qui choisit les produits, les sélectionne, les dose, les accommode, les hiérarchise et crée avec tous ces ingrédients un plat unique et équilibré. Ce fin gourmet est un pro de la muséographie. Et toc par-ci, et toc par-là. Parfois commissaire, parfois conservateur, parfois chargé des expositions, mais toujours muséographe. À vos côtés, le muséographe élabore le concept, définit le parcours de visite, conçoit les outils de médiation et vous accompagne dans la réalisation de votre exposition. Premier à enfiler son tablier, il sonde vos attentes, creuse le sujet, évalue et dimensionne votre projet. Il pond le concept de l'exposition, lui donne un contenu et une façon de s'adresser aux différents publics. Ça demande un tour de main certain, car la spécialité du chef, la voici. Raconter des histoires, faire rêver. Pour écrire le scénario de l'expo, il commence par digérer le savoir des experts. Il choisit avec vous les objets et les images à exposer. Il concocte des manips, des maquettes, des films, des jeux. Une fois posé sur le papier, ce scénario devient la feuille de route des différents intervenants. Scénographes, éclairagistes, graphistes, réalisateurs de films et de multimédia. L'exposition trouve sa forme, ses ambiances et devient une œuvre de collaboration. Sous la toque du compositeur, le muséographe retient les bonnes idées,
ajuste, fait évoluer le projet. Sous la toque du scénariste, il prend sa plume et écrit les textes d'expo, les synopsis des audiovisuels et des multimédias, voire des audioguides. Sous la toque du gestionnaire, scénographe et muséographe tiennent les cordons de la bourse, rédigent le cahier des charges et vous assistent pour passer les marchés, veiller au calendrier et vérifier la conformité des livraisons. Toutes ces toques font du muséographe votre bras droit du début à la fin du projet. Sa présence en amont est un gage d'excellence. Plat savoureux, service chaud à l'heure, pour le prix annoncé. D'ailleurs voilà, c'est prêt. Les collections sont accrochées, les visiteurs se pressent à la billetterie et le muséographe n'a plus qu'à raccrocher son tablier. Conservez bien cette recette. Un peu, beaucoup, passionnément de muséographie dans votre exposition régalera tous les publics. Je pense que ça donne une idée assez claire de ce que peut être un ou une muséographe. Donc finalement, une personne qui est vraiment au centre de tout le processus de création d'une exposition, donc qui répond à une commande. Donc ça peut être une commande interne. On peut avoir un muséographe ou une muséographe qui travaille dans une institution ou qui est embauché spécialement pour ce projet. Donc par rapport à une commande et pour des publics, donc cette diagonale là. En intégrant toutes les données des experts et expertes scientifiques et avec l'équipe scénographique. Donc il faut bien faire la différence entre muséographe et scénographe. Souvent il y a un peu de confusion entre les deux, qui collaborent bien sûr, ont un rôle important tous les deux, y compris l'équipe scénographique. C'est vraiment un rôle très très important, surtout en deuxième partie de projet. Donc voilà, ça vous donne une idée assez générale de ce que c'est un ou une muséographe et de ce que nous allons être ensemble tout à l'heure. Donc finalement, dans un process global de conception d'une exposition, je vous le disais, il y a 3 grandes phases: la définition, la conception proprement dite et la réalisation. Donc on va le parcourir rapidement ensemble. C'est assez théorique, encore une fois, mais ça varie d'une institution à une autre, parce que les contextes sont pas les mêmes, parce que les tailles sont pas les mêmes, parce que les budgets sont pas les mêmes, etc. Donc plus la taille de l'institution, plus les budgets sont importants, plus ce sera proche de ce schéma-là. Dans des petites institutions comme celle dans laquelle je travaille, on raccourcit beaucoup de choses, enfin elles sont gérées souvent par les mêmes personnes. Donc dans la phase de définition qu'on va mettre en œuvre ensemble tout à l'heure, c'est vraiment cette idée d'entonnoir pour arriver à un synopsis qui correspond un petit peu à la photographie de ce que pourrait être l'exposition avant de la développer véritablement. Ce synopsis va permettre à l'équipe scénographique de commencer à travailler à partir d'esquisses notamment, et de produire, donc en concertation avec l'équipe muséographique, ce qu'on appelle le pré-programme. Après, il y a d'autres dénominations. Vous attachez pas trop aux termes. Ils sont souvent utilisés de cette manière-là dans les grosses institutions. Mais ça provient d'ailleurs du milieu de l'architecture assez souvent, mais ça peut être d'autres termes. Et bien en fait, peu importe le terme, à partir du moment où on sait de quoi on parle et qu'on s'est mis d'accord sur le livrable qui doit être produit. Donc on parle de pré-programme qui va permettre à l'équipe scénographique de produire ce qu'on appelle un avant-projet sommaire, APS. Et puis cet avant-projet sommaire va évoluer vers un programme. Et ce programme va se traduire en avant-projet détaillé, APD. Donc vous voyez, toute cette phase de conception ensuite va aboutir à la réalisation, notamment en produisant tous les cahiers des charges qu'on appelle souvent les DCE, dossiers de consultation des entreprises. Donc dans des grandes institutions, il y a des marchés publics, ce genre de choses, donc il faut respecter vraiment ce protocole, c'est une obligation. Et là, on passe réellement à la fabrication, aux conceptions techniques, où on va faire intervenir les développeurs ou les développeuses de multimédia, par exemple, d'audiovisuel, ce genre de choses, les manipeurs, etc. Jusqu'à l'ouverture de l'exposition. Donc, sur la phase de définition, il y a 3 grandes sous-phases. Une étude préalable de définition, on va la regarder en détail rapidement. Après, puis une étude de faisabilité et la production d'un synopsis muséographique. Les 2 dernières étapes se faisant un petit peu en même temps. Mais la première, elle permet de cadrer les suivantes. Et toutes ces étapes sont validées par la maîtrise d'ouvrage,
qui décide de faire ou de ne pas faire. Donc l'étude préalable de définition, c'est des questions simples. Quoi? C'est-à-dire quel contenu on va pouvoir utiliser dans cette exposition par rapport à ce qu'on possède déjà. Par exemple, je pense à des muséums d'histoire naturelle qui ont des collections ou d'autres institutions qui ont des fonds à faire valoir, à valoriser. Par qui, c'est vraiment cette étape-là où on va identifier les acteurs et les actrices du projet, y compris les personnes qui vont pouvoir intervenir dans l'expertise scientifique. Pourquoi? C'est la définition des objectifs éducatifs, pédagogiques, politiques par rapport à l'institution proprement dite et son positionnement. Pour qui, ça c'est une question cruciale qu'on retrouvera après et on va y réfléchir ensemble. C'est vraiment la définition des publics, si c'est pas déjà fait pour l'institution, si c'est spécifique sur cette exposition-là. Enfin, ça c'est vraiment une question cruciale de définir les publics. Ou c'est le lieu, parce que ça peut être dans les murs, hors les murs, chez un autre partenaire, etc. Et puis comment passer les moyens financiers et en ressources, et y compris la manière dont ça va fonctionner dans l'institution. Donc ensuite, l'étude de faisabilité, ça consiste à s'assurer que c'est techniquement faisable et économiquement viable. C'est important, c'est vraiment les deux plus grandes contraintes. Donc je ne vais pas détailler, je vous ai mis juste les grandes étapes. Il va y avoir des études techniques, mais qui seront reprises après et approfondies. Des études commerciales, économiques, juridiques et organisationnelles par rapport au fonctionnement de la structure. Donc ça, je passe, c'est moins intéressant pour notre propos. Et puis ensuite, vraiment ce qui nous concerne, le synopsis muséographique. Donc la première étape de conception d'une exposition, c'est d'étudier tout le contenu, le corpus qu'il peut y avoir sur ce sujet qu'on veut traiter. Le corpus qu'on possède déjà, encore une fois, je le disais, si on a des collections par exemple, ou une expertise scientifique à valoriser, mais aussi, et on le reverra tout à l'heure, les choses qui ont déjà été faites sur ce sujet-là dans d'autres contextes ou chez d'autres partenaires. Ensuite, un point crucial qu'on va également voir ensemble, c'est le concept, l'identité de l'exposition, puisque on ne traite pas d'un sujet comme la biodiversité par exemple d'une seule manière. Il y a une infinité de manières de traiter tous les sujets en fait. Et s'il n'y a pas d'angle d'attaque, l'exposition n'a pas de caractère et elle ratera probablement son objectif, ses objectifs. Le principe de visite, ça c'est très important, on en reparlera encore tout à l'heure, et on décidera ensemble quel principe de visite vous avez envie de développer pour notre projet. Donc, c'est-à-dire une visite linéaire, une visite libre, une visite guidée, toutes sortes de modalités de cet ordre-là. Les intentions muséographiques et scénographiques, ça c'est l'étape un peu plus approfondie de l'identité de l'exposition, le parti pris finalement de cette exposition qu'on va développer dans le point suivant. Tout ça pour aboutir à une note d'intention muséographique et un schéma fonctionnel, donc de la manière dont les différents thèmes vont s'articuler entre eux. Là, on n'est pas encore dans la spatialisation, ça va être le travail des scénographes, mais ça pourra y aider comme ça. Il y a vraiment une vraie correspondance entre le schéma fonctionnel, conceptuel, et puis le schéma après d'organisation spatiale. Alors, exposer la biodiversité, moi je me suis posé la question de savoir, avant de venir ici, si une exposition sur la biodiversité avait des caractéristiques particulières par rapport à d'autres sujets. Moi j'ai déjà traité de ce sujet-là, mais il y a maintenant plusieurs années, donc ça a évolué. Et, donc y a-t-il des particularités à cette thématique? À mon avis, pas spécialement, puisque finalement, la muséographie, c'est un processus, vous l'avez vu, de gestion de projet. À chaque fois, c'est toujours la même gestion de projet, quelle que soit la thématique. On peut traiter un peu de n'importe quoi en développant ce process de gestion. Mais il y a quand même, à mon sens, quelques caractéristiques, et vous allez m'aider à les compléter. Et on va aller chercher le tableau qui est là-bas au fond pour commencer ce travail.
autour des thématiques écologiques et environnementales, mais peut-être d'une manière générale toutes les thématiques sociétales, on va dire. Il y a peut-être des caractéristiques. Alors, je vais peut-être vous interroger avant de... J'attends que le tableau magique arrive. Est-ce qu'il y a des stylos? Est-ce qu'il y a des feutres avec le tableau? Mais là, j'ai besoin de votre aide maintenant. Est-ce que, d'après vous, il y a des particularités à une thématique comme la biodiversité qu'il n'y aurait pas sur d'autres sujets et qu'il faudrait prendre en compte dans un projet de conception d'exposition? Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Voir l'invisible. Alors, j'ai oublié de vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude, l'envie de faire des cartes mentales parmi les étudiants et étudiantes là-bas? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est très doué pour faire ça. Il n'y a pas un volontaire ou une volontaire qui voudrait bien? Super, viens par ici. C'est bien. Donc peut-être on peut commencer par mettre une grosse patate au milieu, biodiversité, en majuscule si possible pour qu'on puisse voir un minimum de loin. Donc Jean-Damien nous proposait voir l'invisible. Est-ce que quelqu'un a une autre suggestion? Une thématique, une exposition sur la biodiversité, qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à d'autres thèmes? L'évolution des espèces. Mais alors ça, c'est propre à la thématique. La temporalité. Donc si j'essaie de résumer la question de la temporalité, du temps long. Une dimension historique, on pourrait dire ça aussi? Ou comment on pourrait qualifier ça? Donc voilà, donc on a dit voir l'invisible, on a dit temporalité, le temps long, on peut résumer ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? C'est une thématique universelle parce que ça incorpore à l'invisible les trois niveaux de la biodiversité. C'est au niveau de la génétique, c'est l'invisible, c'est au niveau de l'espèce, et c'est au niveau des paysages, des écosystèmes. Donc c'est universel et ça touche l'infiniment petit et le très grand, et universel parce que c'est le fondement de la vie. Et ça remet en question énormément de valeurs qu'on a héritées depuis 2000 ans. Donc on pourrait dire une question d'échelle, c'est peut-être un mot-clé, échelle de l'infiniment petit à l'infiniment grand, échelle de temps et échelle d'espace. On est sur une particularité par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une dernière suggestion? Le vivant, donc le fait que ça vit. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que... Animé. Oui. Animé, c'est peut-être la biodiversité, mais ça vit. Et qu'est-ce que ça impliquerait dans une exposition? Qu'est-ce que ça aurait de spécial, ça? Soit qu'on puisse voir les choses évoluer, donc ça, c'est un peu la question du temps, mais soit qu'on ait des spécimens, je ne sais pas. Morts alors ou vivants? Pas forcément, justement vivants. Je parle du vivant, moi. Oui, oui. Vivant, c'est une très bonne idée, effectivement. Donc, moi, je vais essayer de compléter un petit peu avec ce à quoi j'avais pensé. Mais ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit sur la temporalité. La biodiversité aujourd'hui, ou plutôt l'effondrement de la biodiversité, parce que finalement, si on fait une exposition sur la biodiversité, c'est pour faire réfléchir à ça, et peut-être, c'était le titre quand même de ma présentation, de voir dans quelle mesure on peut faire évoluer les comportements là-dessus. Donc c'est un sujet vraiment actuel, avec des données actuelles qui sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 10, 50 ans par exemple, et qui seront certainement plus les mêmes dans 5 ou 10 ans. Donc il y a, je pense, sur un sujet comme ça, une obsolescence qu'il faut prendre en compte dans la conception,
Soit en se disant, bon ben voilà, l'exposition dans 2 ans, elle est plus valable, il faudra la remettre à jour. Soit dans la conception même de l'exposition, on intègre cette dimension-là et on se dit, il va falloir la faire évoluer, avoir quelque chose qui va évoluer au cours du temps dans l'exposition, proprement dit, que ce soit prévu à l'avance. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut prévoir avant plutôt que le rajouter ensuite. Est-ce que vous partagez cette proposition? Vous avez le droit de dire non et d'argumenter. Un autre point qui me paraît très important sur ce sujet-là, mais qui rejoint un petit peu le premier, et qui peut être une réponse finalement à ça, c'est d'inclure dans un projet comme ça tout ce qui est de l'ordre de la contribution citoyenne et de l'expression citoyenne. Alors quand je dis contribution, faites bien la différence entre participation et contribution. Pour ma participation, c'est plus top-down. On a décidé quelque chose et puis on va trouver des gens qui vont participer pour confirmer ce qu'on avait décidé. Et contribution, ce serait plutôt l'inverse. Ça vient d'en bas, des publics, et ils vont faire des propositions qui vont orienter le sujet. Donc moi j'aime beaucoup ce genre d'approche dans les expositions, et on le fait souvent à l'Exploradome, de faire des groupes de citoyens et de citoyennes avant même qu'on ait commencé la conception, et travailler avec eux sur différents sujets. Évidemment sur la biodiversité, il faudrait adapter, choisir ces groupes par rapport à des centres d'intérêt. Enfin bon, il y a certains objectifs qu'il faudrait respecter dans la constitution des groupes. Mais c'est très intéressant, je pense, de travailler avec ces groupes pour nourrir l'exposition et l'envisager donc dans la conception en amont et peut-être même pendant la vie de l'exposition, ce qui pourrait répondre à la problématique de l'actualisation. Donc ça pourrait permettre de faire vivre l'exposition. Je pense que c'est important, surtout sur un thème comme ça, que l'exposition vive au fur et à mesure de sa présentation, qu'elle soit peut-être un peu organique puisqu'on parle de vivant, et que ce soit pas quelque chose de figé. Et ça peut être quelque chose à garder en tête aussi pour la scénographie même de l'exposition, on en reparlera tout à l'heure. J'ai mis entre parenthèses Open Badge parce qu'effectivement il y a une dernière dimension qui est reconnaître l'engagement, puisque notre objectif c'est de faire évoluer les comportements peut-être sur cette thématique-là avec une exposition. Et donc il faut impliquer les publics, et il faut reconnaître leur engagement. Et l'Open Badge, on pourra en parler à un autre moment, mais c'est peut-être pas très pertinent ici, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant pour reconnaître les compétences informelles. Un autre point crucial, selon moi, mais je pourrais le dire sur tous les sujets d'exposition, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment favoriser les dispositifs sensoriels, immersifs, interactifs. Encore plus sur ce sujet-là. Ça me paraît crucial, puisque c'est des thématiques sur lesquelles il faut peut-être jouer et sur des ressorts de l'émotion. Et c'était très intéressant d'avoir ton intervention, Jean-Damien, tout à l'heure. Ça m'a donné beaucoup d'idées par rapport à ce qu'on pourrait mettre en œuvre, exploiter dans ce genre d'exposition à des fins respectables, bien sûr. Et enfin, un dernier point qui me paraît aussi incontournable sur cette thématique, on en parlait pendant le déjeuner, c'est envisager l'éco-conception sur cette thématique. Ça paraît difficile de faire une expo sur la biodiversité avec une expo en plastique qui va finir à la poubelle. Donc envisager l'éco-conception et peut-être même la durabilité de l'exposition, son recyclage ou la manière de la réexploiter, de la faire vivre, etc. Donc la dimension itinérance, je ne l'ai pas marquée ici, mais penser une exposition vraiment sur le long terme. En général, dans une institution, c'est jamais plus d'1 an à la fois. Mais c'est intéressant d'imaginer que ça puisse itinérer plusieurs années après. Tu as une question ? Je pense à la question de financement. Enfin, pour moi, ce serait hyper important de savoir si, je sais pas, c'est des financements publics ou alors des groupes privés qui vont venir. Enfin, c'est pas s'envisager sans ça, quoi. Sinon, on peut faire un truc super bien, mais qui va être complètement réutilisé. Et, enfin, ça existe vraiment, quoi. Bah, disons que peut-être que la partie contribution et expression citoyenne, ça peut répondre à ça, parce que finalement, le financement, peu importe le financement, aujourd'hui, ils sont souvent un mixte, public-privé. C'est pas forcément mal qu'il y ait des financements privés. Si l'exposition laisse vraiment la liberté dans son traitement, une certaine objectivité par rapport aux connaissances scientifiques, et puis la possibilité au public d'exprimer un point de vue.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais quand on a des gros groupes qui vont venir financer une exposition sur l'écologie, alors que derrière, les actions ne suivent pas du tout, ça fait quelque chose qui perd complètement son sens. C'est mon avis. D'accord. Donc, peut-être tu veux bien ajouter ces... Oui, bien sûr. Ajouter ces différents points. Donc, on pourrait ajouter contribution citoyenne, la temporalité, on l'a mis. À côté de temporalité, si tu pouvais ajouter actualité. Très bien. Et puis éco-conception et dispositif sensoriel. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, vous disiez tout à l'heure que c'est un sujet très complexe. Donc je pense que ce sujet mérite quand même une approche un peu historique du concept au-delà de la science, notamment par rapport à la philosophie du 19-20e siècle aux États-Unis, où on donnait la question qui se posait, est-ce que la nature a une valeur intrinsèque, sans aucun intérêt économique? Et donc c'est les philosophes américains qui ont développé ça, et qui a abouti quand même à donner un droit juridique à la nature, par différents exemples, parce que pour défendre la biodiversité ou des animaux, il faut avoir un statut juridique, et ce qui n'existait pas. Donc ce sont des nouveautés très importantes qui... Donc on va marquer une approche historique et philosophique. Et juridique. Et juridique. Soyons fous. Alors, là on va développer notre exposition, on va commencer à essayer de l'imaginer. Donc, j'ai noté 4 questions qui sont des questions qu'on avait déjà vues auparavant. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il faudrait qu'on définisse ensemble quel public viser, quel concept on voudrait, quel principe de visite, et puis les intentions muséographiques. Alors, quel public? Est-ce que quelqu'un a une suggestion, ou plutôt à l'inverse, des publics qu'il ne faudrait pas viser? En d'autres termes, est-ce que vous pensez qu'il faut un âge limite pour une exposition sur la biodiversité? Si vous parlez assez fort, on vous entendra. Là, je pense pas qu'il y ait d'âge limite, en tout cas. À partir de 9 mois. Ah, non. Oui, je voyais ça dans la science. Supérieur, ce sera discriminant quand même. Alors, il faut bien tenir compte du fait que si on dit par exemple à partir de... oui, si on part du principe que l'exposition serait à partir de 4 ans, par exemple, il faut bien imaginer que dans votre exposition, il faut que les 4 ans, ils trouvent quelque chose. Et dans le même temps, il faut que les adultes, ils trouvent aussi quelque chose. Donc vous vous mettez une contrainte forte. Hein. Très bien. Les contraintes, ça donne de la créativité. Il n'y a pas le grand public, c'est la moyenne d'âge des gens qui visitent les expositions, disons entre 8 et 30 ans, je sais pas. Ça dépend complètement des institutions et de leur politique culturelle, à vrai dire. Mais quand il y a des institutions qui, par exemple la Cité des Sciences, a segmenté son marché, si on peut dire ça comme ça. Il y a la Cité des Enfants qui elle-même est segmentée en 2 avec un chevauchement, puis après d'autres expositions pour les publics un peu plus âgés, et puis encore pour des publics plus âgés. Mais ça, là, c'est un choix à faire. Oui. Les gamins ont cette capacité d'embarquer leurs parents pour les contraindre à faire des choses que seuls ils feraient pas. On pourrait peut-être, en visant un public relativement jeune, embarquer de façon collatérale des plus âgés. Voilà. Du coup, l'accessibilité de l'information, penser plutôt peut-être sur des tranches d'âge plutôt jeunes, en considérant que les parents ou d'ailleurs pas les parents, mais les adultes accompagnateurs. Donc si je comprends bien ce que tu dis, peut-être on pourrait se dire, ça répondrait finalement à la 3e question, le principe de visite. Ce serait une visite qu'il faudrait faire en collaboration, où on pourrait accompagner les petits, enfin les petits, ils accompagnent aussi les adultes,
enfin en tout cas la penser de manière intergénérationnelle, penser des dispositifs ou une exposition, une scénographie qui favorise les liens entre les générations. Il y a une... Ah oui. Nature d'aborder certains sujets très complexes qui seraient difficilement accessibles par exemple à un public de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et du coup sans forcément les exclure de façon implicite, mais viser un espèce de public je sais pas comment on pourrait le dire, mais centré sur un public ciblé, pardon, aurait au moins l'avantage d'élargir plutôt que de... Enfin voilà. C'est une idée vague. Hein. Il y a une suggestion peut-être derrière. En attendant que le micro arrive, moi je vous propose quelque chose. On pourrait imaginer que dans l'exposition, il y ait différents espaces. Peut-être des espaces pour les plus petits, des espaces pour les plus grands. Ou alors on peut imaginer des espaces pour les petits plus bas, des espaces pour les plus grands un peu plus haut, mais ensemble. Ça se faisait dans certaines expositions avec des cartels bas dessinés, avec des dessins très intuitifs pour les plus petits. Et puis d'autres cartels plus hauts pour les adultes. Je pense qu'on peut mélanger les deux dans une exposition. En revanche, à mon sens, il y a quand même un âge limite. 2 ans, 3 ans, on est vraiment dans les tout petits. Je pense que au moins 4 ans, et peut-être sur cette thématique, 5 ou 6. Je rejoins un peu tout le monde là-dessus. C'est vrai que la biodiversité, c'est quelque chose qui touche tout le monde, à tout âge. Et on n'est jamais trop vieux pour pouvoir s'y mettre, et on n'est jamais assez jeune pour déjà commencer. Cela dit, c'est vrai que la sensibilisation se fait d'autant plus facilement quand on est plus jeune. Et c'est devenu un automatisme, par exemple, pour moi, de jeter dans une poubelle et pas par terre, parce que depuis toute petite, j'ai appris à le faire, et maintenant j'arrive à marcher pendant une demi-heure avec mes déchets dans la main avant de trouver une poubelle. Et c'est devenu un automatisme. Et je sais que ça ne l'est pas forcément pour certains adultes parce que ça n'a pas été inculqué enfant. Et c'est d'autant plus important parce que c'est quelque chose qui va les concerner. Ça concerne d'autant plus les générations les plus jeunes. Alors on prend une décision. Quel âge? À partir de quel âge? 7 ans. Ici on a une proposition 7 ans. Est-ce que ça vous paraît... trop bas. Pour les tout petits, faire des ateliers, mais peut-être pas une déambulation dans l'exposition. Tout le monde est d'accord avec cette proposition, 7 ans, à partir de 7 ans? Et donc après, ça n'empêchera pas qu'il y ait des plus petits, hein, de toute façon. Parce que des parents qui, par exemple, ont des enfants de 7 ans peuvent en avoir des plus petits. Ils vont pas les laisser au vestiaire. Donc ils viendront dans l'exposition. Mais on peut développer des activités pédagogiques pour les plus petits à côté. Oui, mais du coup, 7 ans, c'est juste, ça me paraît un peu bizarre parce que c'est entre les 5 ans où c'est vraiment, on commence à avoir une notion d'apprentissage et les 8 ans quand on commence à retenir l'information, du coup... Alors disons 6. On coupe la poire en deux. Tout le monde est d'accord pour 6? Okay. Allez, partons sur 6. Tu veux bien marquer, s'il te plaît, à partir de 6 ans? Donc, voilà, notre expo, ce sera à partir de 6 ans. En principe de visite, qu'est-ce que vous imaginez? Quelque chose un parcours linéaire? Ou quelque chose qui permette de papillonner? Ou les deux, parce que c'est possible aussi. On peut imaginer avoir un parcours conceptuel linéaire et puis qui autorise le papillonnage. Ou une autre modalité. Est-ce que quelqu'un a des suggestions? Oui? Non, mais peut-être plus papillonner dans le sens où ça rejoint la notion de réseau entre espèces vivantes. Donc je verrais plus un truc où le trajet physique reconstitue un peu les réseaux abstraits là, que Luc Abadi avait montré. Là. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de reconstituer les rapports entre espèces. Donc peut-être que le parcours pourrait prendre en compte cette... je ne sais pas du tout comment faire, mais prendre en compte cette complexité des réseaux entre espèces vivantes, quoi. Alors c'est une proposition un peu scénographique aussi? Ouais, je sais pas. Donc c'est le schéma fonctionnel muséographique, mais qui serait traduit spatialement ouais.
par une mise en relation. On aurait différents pôles qui seraient mis en relation entre eux pour montrer la notion d'écosystème un petit peu Oh, là, tu vas plus loin que moi, mais c'est très bien, c'est juste un petit peu. Donc on peut peut-être mettre écosystème, une expo écosystème, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment, mais... Parcours en réseau. Parcours en réseau. Réseau, écosystème, si tu veux bien mettre les deux mots proches. Et donc, est-ce qu'il y a une autre suggestion dans le principe de visite Est-ce que vous pensez que c'est une visite qui doit être nécessairement guidée, par exemple? Parce qu'il y a des institutions où il y a des visites qui se font avec des comédiens et comédiennes. Ça peut être une idée, par exemple. Oui. Donc, en résumé, tu préconises plutôt une possibilité de papillonnage et pas d'imposer un parcours. L'intérêt d'un parcours, c'est qu'on peut raconter une histoire et on peut faire vivre au public une expérience unique. Il y a une main là-bas qui s'est levée. C'était juste peut-être que si c'est adressé au grand public, on n'est pas toujours adepte des visites guidées quand on n'est pas spécialiste du sujet. On a plutôt envie de découvrir par soi-même et de voir ce qu'on peut découvrir. Et je pense que les dispositifs sensoriels peuvent vachement aider à ça. J'imagine des petites salles où il y aurait d'un côté le bruit des oiseaux et un autre où il n'y a plus de bruit d'oiseaux parce qu'en fait il n'y a plus d'oiseaux du tout. Là ça marque par juste l'appel au sens en fait auquel d'habitude on ne fait pas attention parce qu'on est toujours dans la vision. Si on fait appel au toucher ou à l'ouïe ou à l'odorat, ça peut marquer le grand public de manière plus facile, je pense, peut-être. Donc là, on dérive un petit peu vers la scénographie, la mise en ambiance. Donc ce que tu proposes, c'est de jouer un peu sur le registre de l'émotion, quand même, de quelque chose qui soit assez fort. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Juste une petite suggestion. Tout à l'heure, en écoutant Jean-Damien, et vous vous souvenez des yeux là au-dessus de la machine à café, je me suis dit ce serait assez génial d'avoir un endroit où on a des yeux d'animaux, de toutes sortes d'animaux qui nous regardent, qui nous disent là, il faut arrêter de déconner, quoi. Vous voyez, un regard un peu oppressant peut-être, mais qui peut être touché, qui peut... ça m'avait traversé l'esprit en termes muséographiques, ça peut être quelque chose d'assez fort. Je pense que sur ce sujet-là, il faut jouer quand même sur le registre de l'émotion pour inciter à l'action. Vous vouliez dire quelque chose ? Il y a 30 ans, j'avais un t-shirt comme ça avec tous les marsupiaux de Madagascar, les yeux de la nuit, donc voilà. Je voulais rebondir sur ce que disait l'étudiante au bout là-bas par rapport à la scénographie. Et j'ai eu un flashback sur le fameux livre de Carson, une chercheuse américaine qui avait écrit Le printemps silencieux en 1974. Silent Spring. Et l'idée, c'est de montrer un très beau paysage silencieux et ensuite de le montrer avec des bruits des oiseaux, des chants d'oiseaux, etc. Et poser la question, lequel préférez-vous ? Vous voyez, c'est comme ça une séquence scénographique que je voulais rajouter à ce qui a été dit. Merci. Effectivement, donc on pourrait jouer sur ce registre émotionnel avec l'absence de biodiversité. Ça pourrait faire partie de la mise en scène, peut-être pas de toute l'expo, mais d'une partie. Est-ce que ça vous parle ? Enfin, c'est ce que tu proposais. J'ai l'impression que ça fonctionne par contraste, c'est-à-dire que si on montre d'un côté le monde tel qu'il devrait être dans la biodiversité et de l'autre l'absence de biodiversité, ce qui est le scénario qui est en train d'arriver en ce moment, on arrive plus à jouer sur l'émotion et sur merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et c'est après, une fois que l'aspect affectif est pris dans le public, qu'on arrive à donner des informations scientifiques qui vont être retenues par la suite. Donc ça pourrait être un dispositif. On pourrait imaginer une pièce dans laquelle on rentre, une pièce vide de stimulation, et puis on va rallumer les bruits d'oiseaux et d'autres,
faire apparaître de la biodiversité petit à petit. On pourrait jouer comme ça sur l'absence, présence, enfin avec la possibilité de un tableau de contrôle où on allume, on éteint. Donc sur le principe de visite, moi j'avais une autre idée qui me rajouter, pardon. Oui, pardon. En entendant ce que disait l'étudiante, j'ai le sentiment que ça produit toujours un espèce d'effet de sidération qui pousse pas forcément à faire quelque chose. Dire ouais d'accord, il n'y a plus rien, et puis quoi. Et voilà, c'est une remarque. Oui. Donc, seul, ça suffit pas. Effectivement, on peut sortir de ce genre d'exposition s'il y a que ça, accablé, découragé. Donc il faut peut-être quelque chose qui nous donne envie, oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'une des solutions, ça pourrait être d'avoir des jeux aussi. Il faut du jeu pour prendre du plaisir, même sur un sujet un peu alarmant comme ça. Tu voulais dire quelque chose ? C'est pas marrant si c'est juste punitif en fait. Et l'idée de parcours, c'était une bonne idée, enfin je trouve. Parce que, moi, quand je pense à parcours, je pense à Ikea. Et du coup, il y a, voilà, bref. Et du coup, juste, parfois il y a des endroits où seuls les petits peuvent rentrer, des petites portes. Et du coup, ça pourrait être, je trouve que, je sais pas, moi, ça m'a resté dans la tête quand j'étais petit. Donc, après, c'est les parents et tout ça. Donc, l'idée de parcours. J'ai une autre suggestion dans les modalités, mais il va falloir choisir. C'est tout ce qui tourne autour des jeux de piste ou escape game. C'est très à la mode en ce moment. Ça se fait pas mal dans l'expo de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de parcours qui donnerait une dimension un peu ludique, qui donnerait envie peut-être il y aurait une mission à réaliser. Il faut sauver la biodiversité. C'est notre mission dans l'expo. Pour avoir... Quand je dis escape game, peut-être que c'est pas forcément un endroit où il faut sortir en moins d'une heure, mais ça peut être une mission à résoudre. Je pense que le mot, pardon, j'ai pas si ludification, j'allais dire ludification. Je pense que ça peut être intéressant d'apporter cette dimension ludique et de jeu pour compenser l'effet de sidération qu'il peut y avoir avec le registre de l'émotion. Tu veux dire quelque chose ? Oui, si on donne un but aux visiteurs, il faut qu'ils finissent cette mission justement avant de pouvoir sortir de l'expo. Je sais pas, mais j'ai l'impression que toutes les informations annexes vont être passées à la trappe et que alors ça peut être utilisé justement comme ça. Il faut faire la mission, on ne fait plus que ça. Donc ça, encore une fois, ça pourrait être une partie. On pourrait imaginer qu'il y ait un espace qui joue sur le registre présence-absence de biodiversité, ou un registre émotionnel aussi, avec les regards dont je parlais tout à l'heure. Et puis un autre où, sur un espace de jeu, il y a une mission à accomplir. Ou alors ça peut être carrément lié à l'exposition en entier, c'est-à-dire que c'est vrai, on a une seule mission maintenant, c'est de préserver la biodiversité coûte que coûte. Le risque de ça, c'est que si on échoue la mission, on est responsable de l'effondrement de la biodiversité. Donc il faudrait peut-être une mission qu'on ne peut pas rater. Ouais, et pour poursuivre, et pour prolonger l'idée de Ikea, j'ai le souvenir d'avoir perdu un gamin dans ce magasin, effectivement. Ce qui serait vraiment bien, c'est d'être vraiment jusqu'au boutiste, c'est-à-dire de faire en sorte que les gamins puissent effectivement s'échapper et que ça coince, j'allais dire, les adultes, de sorte à les obliger à rester très 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 longtemps. Une forme de rétention, quoi. L'idée aussi d'avoir une expérience qui reste en mémoire, c'est aussi l'idée d'interagir avec d'autres personnes, l'idée d'interaction. Je sais pas, en gros, moi j'imagine par exemple 2 salles où on voit ce qui se passe à l'intérieur, mais séparées, et on aurait par exemple, je sais pas, les enfants dans une salle et les adultes dans l'autre, et ils doivent interagir entre eux pour sortir en fait. En gros, l'idée d'expérience en fait, je sais pas moi, une sorte d'escape game, mais de collaboration. Coopération, tu peux marquer ce mot, il est crucial. De toute façon, dans les dispositifs, puisque comme je le disais, je pense qu'il faut vraiment favoriser les dispositifs sensoriels, il faut au maximum jouer sur les collaborations. Il ne faut pas que ce soit une obligation, parce que si on vient tout seul, on ne peut pas faire l'activité, mais c'est bien de le susciter, le favoriser. Moi, je voulais explorer avec vous 2-3 pistes d'idées
À chaque fois que moi je commence un projet d'exposition, je me demande où je vais trouver mes idées, et je commence par rechercher les idées chez les autres. C'est vraiment la première démarche à faire dans les autres musées, dans les autres centres de culture scientifique. Donc là, j'ai regardé un petit peu avant de venir. Toujours voir ce qui a été fait sur le même sujet ou un sujet connexe. C'est très intéressant parce que ça peut donner beaucoup d'inspiration, de choses à faire et à reproduire. Et il n'y a pas de propriété intellectuelle, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Sauf si vous copiez littéralement, mais en tout cas, prendre les bonnes idées, c'est aussi faire hommage à celles et ceux qui les ont développées. Mais on va surtout trouver des choses à ne pas faire. Et ça, c'est presque plus instructif encore. Donc, moi, ce que je fais quand je commence un projet d'exposition, au tout début, c'est que j'utilise un outil que vous connaissez peut-être, c'est Pearltree. Pardon, je fais de la pub pour ce site, mais c'est pour faire un peu comme, comment ça s'appelle pour les images en design. Hein? Voilà, c'est ça, un moodboard. Je pensais à un site en particulier, mais c'est pas grave. Donc, on peut comme ça faire des collections, les classer, les différents types d'expositions, dispositifs qu'on a pu voir. C'est très très précieux pour bien organiser ces contenus. Les bonnes idées, pour moi, elles viennent aussi des champs qui sont pas les champs de la culture scientifique quand on veut traiter de ce genre de sujet. Et inversement, si on est dans un sujet artistique, d'aller piocher dans d'autres champs différents. Donc moi, j'aime beaucoup aller piocher dans les champs de la culture, l'art contemporain, l'art numérique, le spectacle vivant, etc. Je vous ai mis 2 exemples que je trouve vraiment super. À droite, c'est une œuvre de Fabrice Hibert, un artiste contemporain français. Il avait fait une exposition il y a quelque temps au MACVAL, Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, en région parisienne, et en même temps, en parallèle, une autre au Palais de Tokyo. Et il composait dans ces 2 expositions des œuvres et un parcours avec du vivant, mais du vivant qui se dégrade du coup avec le temps. Et donc son exposition est organique, a été vivante, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus, au-delà du simple concept de montrer le vivant, de peut-être que l'exposition évolue au cours du temps, qu'il y ait du vivant dedans, soit elle évolue où ça pousse, soit au contraire ça se dégrade, ou les deux à la fois. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Une toute petite parenthèse quand même, c'est que le vivant en exposition, c'est très compliqué à gérer, pour la temporalité, pour l'entretien et pour les autorisations. Parce que là, vivant animal, vous n'aurez pas de problème. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais dès que c'est vivant, une question juridique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, dès que c'est du vivant animal, là, il y a des autorisations la plupart du temps, il faut une personne habilitée, donc on ne fait pas n'importe quoi avec le vivant animal, même si c'est des poissons rouges. Et ici, c'est Vincent Wang, un artiste chinois, je crois, j'ai un doute. Enfin, je trouve vraiment cette image très parlante, et je me dis que, au-delà des inspirations que ça peut donner de regarder dans d'autres champs de la culture, je pense que sur un projet comme ça peut être intéressant aussi de mélanger des regards artistiques, que ça fasse vraiment partie du concept de l'exposition, pas simplement une exposition de vulgarisation didactique, qu'elle montre aussi le regard des artistes, qui est très intéressant et pertinent sur ce genre de sujet. Voilà, c'était juste pour vous donner cette inspiration. Je disais tout à l'heure aussi impliquer les équipes et les publics. Donc là, c'est des photos de 2 collègues médiateurs et médiatrices à l'Exploradome. C'est crucial. Les publics, on en a parlé tout à l'heure avec la contribution, l'expression citoyenne. Mais les équipes, et quand je dis les équipes, c'est les équipes pas du projet muséographique, mais les équipes de terrain. Les gens qui sont, mais pas simplement les médiateurs et médiatrices, mais aussi les personnes qui sont à l'accueil, à la sécurité, enfin des gens qui sont en contact direct avec les publics. Ces gens-là, il faut les impliquer dans les projets parce qu'ils ont des choses à dire. C'est très important pour construire notre projet. Et puis, on va revenir à la slide d'avant, pardon. Donc, sur la muséographie, l'ambiance, la scénographie, l'ambiance de l'exposition, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a une exposition à partir de 6 ans, on a dit, qui va avoir une approche assez transversale, pas simplement sur les sciences, mais aussi une approche historique, philosophique, où on va traiter de la question des différentes échelles, donc de temporalité mais d'espace. Donc on a quelque chose qui commence à se dessiner. Comment vous voyez visuellement? On a parlé tout à l'heure, c'est une suggestion d'éco-conception.
Est-ce que vous imaginez déjà des matériaux dans cette exposition, des formes? Oui. Quand je pense aux expos qui m'ont le plus marqué quand j'avais cet âge, parce que c'est pas les mêmes dépendant de si j'avais 6 ou 16 ans, c'était souvent parce que ça changeait du monde habituel, ça avait une scénographie qui me donnait l'impression d'entrer dans un nouveau univers. Du coup, ça suspendait l'imagination complètement. Suspendait? Non, ça... Si, on comprend. Oui. Et de deux, parce qu'en effet, il y avait des choses que je pouvais toucher et qui m'ont marqué. Particulièrement, je me rappelle, il y avait une campagne qui s'était faite au Mexique par rapport aux parasites qui étaient dans la bouffe dans la rue. Et on avait créé des parasites à grosse échelle que les enfants manipulaient. Et il y avait un espèce de jeu de collection avec ça qui était assez grotesque. Mais même si j'avais 6 ans, je m'en souviens jusqu'à maintenant, du coup, des matériaux, peluches, feutres, tout ça, ça reste, quoi. De toucher, par exemple, à l'Espace des Sciences à Rennes, qui est un centre de sciences régional, ils ont une exposition permanente sur la biodiversité. Il y a beaucoup de choses à toucher. Vous savez, des trucs où on met la main, on ne sait pas ce qu'on va toucher. Il faut deviner de quel animal c'est, quel type de peau, etc. Là, quelques exemples d'une exposition que j'ai réalisée sur la biodiversité qui s'appelle Biodiversité CITEZ. C'était sur la biodiversité en ville. On a ici un dispositif, on voit pas très bien, pardon, où il faut manipuler une grosse abeille pour qu'elle aille butiner d'une fleur à une autre. Et puis il y a un dispositif avec des électroaimants. Et donc c'est une petite marionnette. Et puis quand on est dans la bonne position, on allume l'électroaimant, donc on récupère du pollen qu'on va mettre sur la deuxième fleur pour polliniser. Et la deuxième photo ici, c'est des chaînes trophiques, des chaînes alimentaires qu'on a représentées avec des engrenages. Et je trouve vraiment l'idée intéressante parce que dès que vous bougez un engrenage, tous les autres bougent. Enfin, vous savez, les engrenages, ils bougent alternativement d'un sens à un autre. Enfin, en tout cas, ça crée une dynamique assez intéressante. Et puis, on voit tout de suite que si on retire un engrenage dans la ligne, la chaîne alimentaire est rompue. C'est assez parlant pour ce concept de chaîne alimentaire. C'était pour vous donner 2 exemples de manipulation interactive qu'on avait pu faire sur ce sujet-là, dans lequel il n'y a pas de vivant. Hein. Donc on va peut-être finir là-dessus, je crois. Vous voyez qu'on a déjà un panorama de ce que pourrait être l'exposition sur la biodiversité. Mais il y a encore beaucoup de choses à explorer. Merci à vous.